Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne, dans sa rubrique chat, une rubrique où on parle de tout et surtout de n'importe quoi. Et je voulais profiter de cette année nouvelle pour faire un petit bilan de ce qu'est Warhammer 40 000 à l'heure actuelle, l'état général du jeu, et cette question du coup qui est le titre de cette émission, on joue comment maintenant ? Comment on va jouer ? Comment on va se démerder pour en fait échapper aux grosses ficelles du metagame, aux grosses ficelles de la liste dure? Comment en fait nous autres joueurs à la cool, joueurs narratifs, allons composer avec l'état général du jeu? Et à vrai dire, il y a pas mal de choses à soulever dans cet état général. Bon, je n'ai pas fait la dernière partie de la review du calendrier de l'Avent. Tout simplement parce que j'avais pas envie, c'était la période de Noël, on a toujours autre chose à foutre lors de cette période, donc pardon, j'avais pas envie. À vrai dire, j'avais quand même la sensation d'être une espèce de reviewer d'actualité, vous savez, sur YouTube, ces trucs qu'on trouve partout, la review d'actualité, ou alors en fait vous allez écouter un mec lire les infos à votre place et vous expliquer comment penser. Donc ça c'est tout à fait le genre de truc que je déteste. Les mecs de gauche lisent du commentaire d'actualité de gauche et les mecs de droite font pareil. Comme ça, on est en mode haha, ils pensent comme moi, c'est super. Bah non. Du coup, place à l'esprit critique. Voilà, sur Rural Hammer, on va se contenter d'en rester à la petite gazette de temps en temps, qui sera un peu un résumé global de l'actualité. Et quand il y a véritablement quelque chose à en dire. Donc cette dernière partie du calendrier de l'Avent, je l'ai volontairement squeezé parce que l'exercice commençait à m'ennuyer un peu. Donc pêle-mêle, on a eu du Tau, du World Eaters, du Space Wolf et du Black Templar qui sont venus finir ce calendrier de l'Avent. Il y a assez peu de choses à dire en la matière. On est sur des détachements un peu clones d'autres qu'on avait croisés. Par exemple, le Tau joue la carte de l'Alliance avec des espèces xéno-auxiliaires comme les Kroot ou les Vespides. Ce détachement, tout le monde semble lui être tombé dessus, alors que moi je le trouve vraiment chouette. Je le trouve, ça permet de faire des listes taux très variées et avec beaucoup de synergies différentes. Moi voilà, j'accueille toujours avec bienveillance le fait de voir des listes d'armées différentes, et en l'occurrence honnêtement, pour une fois qu'on n'affronte pas une liste taux avec que des cibleurs ou des exo-armures, moi je trouve ça chouette honnêtement, une liste taux un peu exotique avec beaucoup de croûtes dont vous connaissez tout le bien que j'en pense, et beaucoup de Vespides. Moi je dis oui, honnêtement le détachement est très bien écrit. C'est vrai que du côté des trois autres c'est un peu moins bon. Le World Eaters, on a juste la sensation d'un index optimisé, c'est-à-dire que voilà, on se repose toujours sur le fameux casino de Khorne, mais cette fois de manière beaucoup plus fiable. Donc du coup, un peu à l'image du détachement Thousand Sons, c'est un nouveau détachement qui en profondeur ne change absolument rien au gameplay, et c'est bien dommage parce que les nouveaux détachements, voilà, pour moi c'est le plus intéressant, c'est quand ils introduisent une autre manière de jouer avec une autre construction de liste. Ici, pour le coup c'est raté, mais bon, à vrai dire, les World Eaters, c'est un peu le même défaut que pour par exemple les Thousand Sons ou les League of Votann, c'est que on peut pas créer indéfiniment beaucoup de détachements sur une gamme de figurines encore autant réduite. Il y a pas grand chose à se mettre sous la main via ces codex. Du côté des Space Wolf, on a eu un détachement un peu spécial Terminator. Honnêtement, pas très intéressant. Je pense que le seul à qui ça parlera, c'est le gars qui a une énorme collection Space Wolf et qui pourrait éventuellement se faire une petite partie en mode première compagnie, full enclume, full élite. Pourquoi pas, pour lui, ça peut être très sympa. Et du côté Black Templar, là encore, finalement, un détachement qui ne révolutionne en rien le gameplay global de l'armée. Mais bon, il introduit quand même des éléments assez intéressants. On est sur un gameplay plus typé horde. Le but du jeu va être d'aligner un maximum d'infanterie parce que ce détachement vous offre quelques bonus de mouvement, etc. Bref, finalement, en conclusion de cet avant, là, c'était pas ouf, mais néanmoins quand même satisfaisant.
Donc, si on devait faire un petit récapitulatif de tout ça, l'exercice du calendrier de l'Avent selon Game Workshop, et ça a été une nouveauté, hein, ça a été quelque chose d'inédit, une salve pareille de règles, de nouveaux détachements, c'était, autant le dire tout de suite, ce fut infiniment plaisant de voir tous les matins en fait popper des nouvelles manières de jouer, des nouvelles idées, et le modèle était superbe. C'est-à-dire, le modèle, c'était quoi? C'était règles gratuites en ligne, les mises à jour de l'appli officielle Game Workshop, dans un exercice régulier, bien écrit globalement. Bref, c'était super et on veut ça tout le temps. On veut ça tout le temps. On veut des règles gratuites, mises à jour dans l'appli officielle, les options de list building qui vont avec. Finalement, cet exercice-là, il est super, quoi. Il est super et on pourrait se prendre à rêver que ce truc devienne quelque chose de quasi mensuel, pourquoi pas même hebdomadaire, des petits nouveaux éléments de jeu pour varier les plaisirs, un peu distillés comme ça tout le long d'une version. Et donc, cet exercice-là, aussi plaisant soit-il, il vient également acter une chose, il vient acter la mort totale du format codex et des cartes. À vrai dire, une fois de plus, hein, on le sait désormais, les codex avant de sortir, ils connaissent déjà en fait les joies de l'errata et de la FAQ. Voilà, le codex papier ne vaut plus un clou. Si je prends par exemple la dernière dataslate en date, au début c'était assez timide les dataslates. En fait, les dataslates, là, les premières qu'on a vues en V10, ont été très impactantes du côté de la modification des règles de base. Mais par contre, était timide encore, par exemple, sur la révision carrément de certaines datasheets. Voilà, j'ai en mémoire, par exemple, les chevaliers de la Deathwing, qui avaient une datasheet toute pourrie au moment de la sortie du codex. Donc, 6 mois plus tard, la dataslate corrigeait véritablement la datasheet de cette unité-là. Donc, c'était assez rare à l'époque, mais là, maintenant, c'est devenu quelque chose de très, très courant. L'Adeptus Mechanicus a vu quasiment toutes ses armes changer. Toutes les troupes de base Space Marine ont vraiment des datasheets modifiés, mais pas qu'un peu, hein, vraiment modifiés en profondeur, avec parfois des habilités qui changent, des armes qui changent. Bref, la mort du codex, elle est là, hein, elle est déjà actée, à vrai dire. Et idem pour ceux qui s'étaient amusés à acheter les cartes qui allaient avec. Je veux dire, ces cartes-là, va commencer à falloir quand même solidement les raturer pour mettre des petites notes au bic. Donc vous me direz, ouais, tout ça, c'est assez vain, quoi. Dans un système de jeu qui connaît tant de remous, tant de changements permanents, la mort totale du format physique, elle est là. Et à vrai dire, ces codex, bon, je pense qu'ils en ont déçu plus d'un, hein, les codex en V10, et à juste titre, parce que ils sont terriblement radins, hein. Il y a pas longtemps, voilà, petite dédicace à l'ami Gilles Tanas qui m'a envoyé très gentiment un codex Space Marines V6. Putain les gars, là c'était du vrai bouquin, hein. C'était du vrai bouquin, on a une tartine énorme de lore, d'illustrations, de schémas, toutes les compagnies y sont disséquées, enfin c'était des ouvrages très très riches et dont la partie règle finalement occupait à peine un quart, un tiers de l'espace total. Là on est vraiment sur l'exact opposé. C'est que le lore, il tient vraiment sur un post-it. C'est vraiment pas bon du tout. Petites exceptions pour certains codex un peu plus thématiques, comme le Agent de l'Imperium, qui était très sympa. Mais globalement, les codex, enfin moi, voilà, ma règle, ça va devenir la suivante, c'est que j'achète plus rien. Je n'achète plus rien. À vrai dire, c'est déjà le cas, hein. Par exemple, je joue custo, je n'ai pas acheté un seul format physique pour les custos. Lorsque je joue, je m'ouvre mon petit laptop, j'ai mon petit calepin avec mes règles de détachement et mes strats, et je m'ouvre un peu les différentes fenêtres sur Wahapedia des datasheets que je vais utiliser, et je me démerde comme ça. Et à vrai dire, ça fonctionne très bien. Certes, c'est moins pratique que d'avoir l'appli en poche, mais il y a un truc voilà qui ne tourne plus rond dans le format physique. Et si Game Workshop veut véritablement embrasser le virage de la modernité, il faut passer tout numérique. Pourquoi pas réserver l'ouvrage physique à uniquement justement le bon vieux bouquin de lore, quoi, et pas autre chose. On veut des beaux bouquins avec des belles illustrations, des belles histoires. Là, évidemment qu'on les achètera. Mais c'est vrai qu'en l'état actuel des règles, des changements, de l'équilibre, de la méta, le format physique, il a plus aucun sens, quoi. Donc
Bref, cet exercice de l'avant là, où on voit popper des règles gratos pour tout le monde, c'est super, et on voudrait ça bien tout le temps. À vrai dire, moi je suis même prêt à payer pour une application officielle qui regrouperait tout le temps les nouvelles règles, les nouveaux détachements, les nouvelles mises à jour, les modifications de datasheet, etc. Je serais le premier à signer de suite pour une appli payante qui regroupe absolument toutes les sorties Game Workshop. Alors franchement, est-ce qu'ils feront un truc pareil un jour? Vous le savez bien, hein, les mecs sont des requins. Ça va pas se passer aussi facilement, hein, je pense. Mais là, on est sur des formats physiques qui sont mornés, qui détiennent un code qui vous permet de débloquer l'intégralité du contenu codex dans l'appli, une appli qui elle-même est payante. Donc il y a un truc qui va pas. Bon, on en a déjà parlé ensemble, hein, tout ça, mais il y a un truc qui ne tourne plus rond. L'offre, quelque part, à la fois matérielle et logicielle de Game Workshop est en idéquation complète avec leur système de règles fluctuants. C'est quelque chose qui devient de moins en moins viable. Quel sera le virage pris, parce qu'il y aura un virage forcément, pour la future V11? Je ne sais pas. En tout cas, faut pas attendre de merveilles de leur part. On est condamné finalement à jongler avec tout ça, tout comme le joueur narratif est condamné à jouer avec des règles de plus en plus méchantes. On en parlera tout à l'heure. Bref, l'offre commerciale est clairement à revoir. Le calendrier de l'Avent a été un peu le dernier clou sur la croix de ce format physique matériel condamné et de cette offre logicielle un peu limite en termes de déblocage de contenu et de tarifs. Venons-en maintenant à l'état général du jeu. Et à vrai dire, le premier bilan, c'est qu'on a un moteur de règles qui tourne à merveille. Honnêtement, il suffit d'être un joueur un peu régulier. On s'en rend vite compte, c'est que durant une partie, il y a très très peu d'interrogations liées au moteur de règles. Honnêtement, on ne regarde jamais son bouquin dans le cadre d'un exercice de jeu régulier. Un petit coup d'œil à l'appli officielle vous permet de temps en temps, un petit reminder, comme on dit. Mais ça ira pas plus loin. Dès lors que vous avez quand même le système de règles bien inscrit dans votre ADN, bien inscrit dans votre cortex cérébral, honnêtement, on joue de plus en plus sans se poser la moindre question. On a un moteur de règles qui tourne très bien et à mon sens, ce moteur de règles, il n'a jamais été aussi bon. Il est extrêmement fluide, il est extrêmement logique également. Moi, il y a quelques petites choses que je reproche encore à la V10, notamment en ce qui concerne le corps à corps. Ce délire de devoir être socle à socle, ça me saoule. Quand tu joues par exemple des cérastes entièrement convertis en résine, tu sais, le truc c'est fin comme des cheveux, t'as pas envie de voir les orques du voisin peints comme de la merde venir socler tes beautés, risquant de casser ton petit fouet en résine. Ça m'énerve, ça, ce truc du socle à socle, je trouve ça complètement con. Rendez-nous la portée d'engagement de 1 pouce. Bref, en vrai, il y a quelques détails qui me chatouillent toujours autant, mais franchement, en l'état, et je pense que c'est un point de vue vraiment objectif, je trouve que le moteur de règles, il est tout simplement excellent. Cependant, si excellent soit-il, faut bien se rendre compte d'une chose, c'est désormais un fait avéré, j'ai envie de dire, c'est que ce moteur de règles, il est entièrement tourné vers un usage compétitif. C'est une certitude selon moi. Ce moteur de règles fluide, rapide, nerveux, honnêtement, il parle aux compétiteurs plus qu'aux autres. Donc, on en parlait récemment avec Suork dans l'émission de NetEpic, comme quoi, finalement, l'effectif global du jeu compétitif parmi la clientèle Game Workshop représenterait 15 à 20% du total des joueurs. Donc, ici, il y a un problème quand même de représentativité. 15 à 20% de joueurs compétitifs, je pense que c'est un chiffre assez exact. Ils sont peu nombreux, néanmoins le moteur de règles s'adresse à eux les premiers. Donc ce moteur de règles, il fait que la létalité est devenue délirante au détriment de la résilience. J'en ai déjà parlé dans une gazette de l'Avent précédente. Donc faut l'accepter, c'est que Warhammer 40 000 est un jeu de plus en plus nerveux, de plus en plus létal. Et c'est vrai que la résilience, elle est un peu aux abonnés absentes. Le rééchelonnage des endurances qui a eu lieu
au tout début de la V10, franchement, on l'a déjà oublié. Hein. Au début, on était tout content, par exemple, de voir un Land Raider passer d'endurance 8 à 12. On s'est dit, oh putain, ça va durer toute la vie et tout. Que dalle. Il y a tellement de mots-clés dévastateurs en face que l'endurance 12, maintenant, ça se gère aussi bien que de l'infanterie. Ça dépend quelle faction on joue, ça dépend avec quoi on tire, mais en tout cas, toutes les armes actuelles sont là pour venir à bout de ces endurances qui ont été pourtant gonflées au testostérone. Donc, il faut quand même revenir sur l'aspect positif de la chose. C'est que la létalité, au détriment de la résilience, elle fait du jeu quelque chose de très nerveux. Et à vrai dire, qui rapproche de plus en plus l'usage de Warhammer 40 000 à une mécanique vraiment proche du jeu d'échecs. Hein. Tout ça, ça met en valeur de plus en plus la mécanique de trade, comme on en parle souvent chez les joueurs pros. Donc la mécanique de trade, plus présente que jamais, c'est-à-dire que dès lors que quelque chose est exposé, ça veut dire que ce quelque chose va mourir. À moins d'avoir un trick de la mort, à moins d'avoir un petit combo de résilience vraiment définitif. Mais à vrai dire, ces combos de résilience, ils ont de plus en plus tendance à se faire la malle. Donc cette mécanique de trade, elle va être plus que jamais au cœur du système de jeu. Et donc ça, ça introduit quelque part une partie des règles très mathématiques, c'est-à-dire que, ok, j'expose une troupe pour tuer quelque chose, admettons que ce que j'expose, ça vaille 300 points, si j'explose en face quelque chose de valeur égale, et que je reste vivant et qu'au tour précédent, j'arrive à tanker ce qui va me contre-attaquer, là, c'est une mécanique de trade gagnante. Donc, en fait, pour bien jouer à Warhammer 40 000, c'est-à-dire que pour pas être ridicule, pour pas se taper la honte, pour pas faire une frappe en profondeur avec une escouade de 10 Terminators qui ne parvient pas à charger et se fait raser au tour d'après, pour éviter ce genre de situation, on est plus ou moins obligé de composer avec cette mécanique de trade, qui est quelque part la mécanique reine également du jeu d'échecs. Hein. Au jeu d'échecs, ça se passe exactement comme ça. Exposer un pion, ça veut dire voir ce pion se faire fumer autour du joueur adverse. On est vraiment sur un peu la même échelle de stratégie. Donc tout ça, ça amène évidemment un aspect très nerveux et à mon sens du coup très positif du jeu, mais c'est quelque chose qui quelque part va être plutôt punitif pour un débutant ou un joueur très très casu, peu habitué aux mécaniques de règles assez poussées. C'est que, comme je l'ai dit, voilà, vous faites le débutant, il a une escouade de Terminator, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va faire une frappe en profondeur pour tenter une charge à 9. Cette charge, il va la rater. Au tour d'après, il se fait fumer et du coup, il se retrouve avec une escouade de Terminator qui n'a rien fait de la bataille. Donc, il a eu une mécanique de trade extrêmement désavantageuse. Tandis que s'il avait choisi, par exemple, de faire un petit rapid ingress durant le tour adverse, en protégeant cette escouade de Terminator, là, il n'y a aucun doute qu'il aurait eu une mécanique de trade gagnante. Donc j'ai envie de dire, moi, c'est quelque chose maintenant dont je suis plus ou moins obligé de parler lorsque je fais une initiation. Il faut mettre en avant ce côté trade du jeu, ce côté, finalement, c'est un échange entre vous et l'adversaire. Donc, sans non plus l'aborder sous un aspect complètement compétitif, méta, où le but du jeu c'est de te raser la gueule et que moi il m'arrive rien. Non, en fait, il faut garder à l'esprit que cette mécanique de trade est avant tout un échange. Le but, quand on expose une unité, c'est à la fois qu'elle fasse quelque chose à l'adversaire d'en face et à la fois que l'adversaire puisse en faire quelque chose également. Tout ça, ça crée un échange. Tandis que si on est sur un trade complètement archi puissant et unilatéral, là vous allez arriver à annihiler votre adversaire sans que ce dernier ne puisse répliquer. Donc finalement, moi je vois pas la chose sous un aspect négatif. Quand la létalité s'envole à ce point, ça introduit de nouveaux éléments de jeu et il faut un peu repenser sa stratégie et ne pas faire finalement le casu-gogol. J'ai déjà parlé à moult fois du méta-gogol. Eh bien disons que on peut se pencher également sur
son versant casual, donc le casu gogol qui va prendre tous les risques du monde et au final se retrouver avec des unités qui ne font rien. Donc à mon sens, en fait, il y a un accompagnement à faire chez les débutants pour les initier à la mécanique de trade qui est, à mon sens, maintenant le pilier du moteur de jeu actuel. Mais néanmoins, tout ça, ça pose quand même quelques problèmes. Ça pose principalement un problème d'incarnation et d'échelle de puissance. Les Space Marines, à ce titre, sont un des meilleurs exemples. Moi, quand j'étais au collège, je lisais des histoires où une simple escouade tactique accompagnée d'un lieutenant pouvait délivrer une planète entière. Si tu vois, les mecs, ils arrivaient en drop pod, ils restaient sur la planète 8 ans. Ensuite, on venait les rechercher. Les mecs, ils avaient subi 2 pertes. Ils avaient libéré la population de la tyrannie, tu vois. Une escouade de 10 gars pouvait mener une guerre à elle seule. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve absolument pas dans les mécaniques de jeu actuelles. Et donc, voilà, des Space Marines qui traversent le champ de bataille en essuyant des grêles de tir, ça ne peut pas s'incarner dans le moteur actuel du jeu de Warhammer 40 000. Faut faire avec, c'est que les échelles de puissance, elles sont un peu aux fraises. Idem, quand on joue un Primarch, on n'est pas à l'abri d'un gros coup d'obus et votre Primarch, se fait complètement dérouiller, alors qu'on parle de créatures qui ont traversé 10 000 ans d'histoire et qui ont maintes fois affronté des armées à eux seuls en dégommant tout le monde. Je veux dire, quand Sanguinius va sur Sinius Prime, le mec se fait au bas mot dans les 500 démons à lui tout seul. Admettons que Sanguinius existe, mettez une figurine de Primarch face à 500 sanguinaires de cornes, le mec va durer exactement un quart de tour. En un quart de tour, le mec est absolument dérouillé. Donc c'est toujours un peu le même problème. À vrai dire, ça a toujours été le problème de Warhammer 40 000. C'est son incarnation et son échelle de puissance. Ça fait un peu mal au lore assez souvent. On a du mal à se projeter quand on retire, par exemple, durant le même tour, 8 guerriers custodes. On se dit, putain, de base, on était quand même sur l'infanterie la plus indestructible du monde. Donc ça, idem, ça fait partie des choses qu'il faut accepter. Après, quand on se projette sur un champ de bataille, évidemment, on retire nos morts par paquet de 10. Mais voilà, faut se figurer que, tu vois, c'est la guerre. Il n'y a pas que des morts, il y a aussi des blessés, des soldats mis tout simplement hors de combat, des soldats ensuite. Moi, je garde tout le temps ça à l'esprit quand je joue, c'est que les choses ne sont pas si simples. Tout ce qui compte pour mort ne l'est pas forcément. Du moins, j'arrive à me consoler de la létalité délirante du jeu par rapport à ces petites mécaniques scénaristiques. Pourquoi pas? Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui fait du bien à mon jeu. Et donc, si on doit revenir sur le petit historique de ce qu'a été la V10, à vrai dire, je me suis trompé. En tout cas, à l'époque, les premières émissions que j'ai faites sur la V10, j'avais émis cet espoir d'assister à une létalité en baisse, d'avoir un jeu quand même qui tenait un peu la bride, qui baissait un peu les chevaux. Je me suis gouré. En tout cas, à l'époque, j'avais émis cet espoir. À l'époque des index, honnêtement, à part 2-3 énormités en termes de règles, qui nous avaient fait typiquement les titans fantômes Eldar, là, à l'époque, en tout cas, on était quand même en bonne voie de penser que la létalité du jeu serait calmée. On a eu la hausse des endurances. À l'époque, on avait encore pas mal de stratagèmes qui misaient sur la résilience, comme la réduction des dégâts qu'on avait par exemple en Death Guard. Mais à l'époque, la létalité était quand même plutôt sage. Écoutez, maintenant, elle s'est envolée. À vrai dire, ça tient à très peu de choses. Ça tient juste à la multiplication des mots-clés. Vous prenez le codex Space Marine, par exemple, le mot-clé létal, il pop de ci, de là, mais il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, vous jouez tôt au Custodes, le mot-clé létal, vous l'avez sur l'armée entière. Donc, naturellement, face à ça, face à une tempête de blessures auto, le rééchelonnage des endurances et même les mécaniques de résilience, c'est comme si elles n'existaient plus. La puissance de feu est telle, que ce soit au tir ou au corps à corps d'ailleurs, que donc c'est normal qu'on ait une létalité en hausse à force de multiplier les mots-clés. Donc de ce point de vue, mon pronostic a été mauvais, du moins il aura duré à peu près 1 an et demi. On avait quand même un jeu qui, je trouve, s'était un petit peu calmé. Mais bon, désormais, la létalité a explosé. Les dernières data slates en date, en fait, toujours
toujours aussi hystériques d'ailleurs, elles viennent confirmer ça. C'est résilience en baisse et agression en hausse. Et donc, si on se met dans la peau de certaines factions, ça peut un peu saouler. Typiquement, le joueur Death Guard, il aurait, je pense, apprécié plus de résilience et pourquoi pas accepter une baisse d'agression de ces escouades de Plague Marine qui, à l'heure actuelle, envoient une purée absolument terrifiante. Je pense que ce profil de joueur-là, qui joue vraiment des choses dont la résilience est quelque part l'ADN, il aurait, je pense, préféré des mécaniques de résilience accrues. Idem pour le joueur Custodes qui s'est vu retirer son Feel No Pain contre les blessures mortelles. Voilà, à côté de ça, il bénéficie d'une violence de frappe absolument délirante qui est presque systématiquement en mode overkill. Voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de factions qui auraient largement préféré une mécanique qui axe plus les règles sur la résilience que sur l'agression pure. Néanmoins, on fait avec, on apprend à jouer avec, quoi. Donc le petit historique des Data Slate, quant à lui, donc bon, ça a été toujours hystérique. On a eu de nombreux rétro-pédalages, que ça concerne les Deva Wound, les mouvements de pivot, les tank shock, tout ça fait toujours amateur. Il y a vraiment une grosse part, je trouve, d'amateurisme dans la réadaptation des règles qui semble toujours se faire un peu à la va-vite avec, encore une fois, je vais pas revenir sur l'émission Métastase, mais j'avais tout dit à l'époque. Encore une fois, c'est une course à l'équilibrage hystérique faite dans la précipitation et qui ne donne jamais grand-chose de très convaincant. Les sœurs de bataille, par exemple, très récemment nerfées, finalement, elles deviennent tellement nerfées qu'elles peuvent en devenir injouables. Et à vrai dire, quand on joue à d'autres formats, typiquement Boarding Action, qui utilise les coups en points de Warhammer 40 000, actuellement, monter 500 points de sœurs de bataille, c'est très chaud parce que tout coûte une burne en points. Ils ont tellement augmenté que c'est devenu compliqué, quoi. C'est devenu compliqué. Donc ces data slate, finalement, on court après l'équilibrage qui aboutit à de nouveaux déséquilibres. J'en prends pour preuve, la garde impériale qui est toujours au maxi top malgré une succession de giga nerfs successifs qui a été vraiment très violente, quoi. La garde impériale gagne toujours des tournois, les gars. Donc cette course au rééquilibrage, vous voyez de vous-même que parfois ça ne marche pas, et j'ai envie de dire même bien souvent. Et donc, tout ça pourquoi finalement? La course au rééquilibrage, est-ce qu'elle ne passerait pas par le rétablissement d'une véritable construction d'armée? Putain, et ça, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment le plus gros défaut de la V10. C'est ça, c'est l'absence totale de restrictions dans les listes d'armées, et d'autre part, c'est le Wargear gratos. Ça, à mon sens, ce sont parmi les deux choses qui ont fait que la létalité du jeu a explosé. Donc, en plus de la multiplication des mots-clés. Mais en tout cas, la construction d'armée, actuellement, c'est vraiment YOLO. C'est vraiment YOLO, et ça s'incarne par des choses qui, quand on est un joueur un peu soudé au lore, donne des trucs dégueulasses. Bon, les listes garde impériale, j'en ai déjà parlé, mais c'est le cirque Pinder. Mais la plupart des listes qui vous seront proposées, par exemple, dans les tournois, c'est n'importe quoi. Il y a même pas de choix de battle line obligatoire. Donc à l'époque, on pouvait, à l'époque récente, même en V9, on pouvait construire ces listes d'armées suivant un aspect. Par exemple, quand on jouait Space Marine, on pouvait choisir de jouer un détachement Vanguard qui regroupait un certain nombre d'élites, et par exemple, on avait 3 choix de battle line minimum. Mais à vrai dire, à l'époque, on pouvait déjà dépenser des PC pour faire fi de ces règles-là, pour éviter les choix de troupes obligatoires. Et à vrai dire, les joueurs compétitifs, c'est ce qu'ils faisaient déjà. Ils préféraient fumer du PC pour aligner des listes le plus pétées possible. Mais voilà, donc ça déjà, à l'époque, c'était des règles contournables, et maintenant, des règles, il n'y en a plus du tout, et la construction de listes, c'est complètement YOLO. Pourquoi ne pas rétablir de véritables constructions d'armées? À vrai dire, je peux vous prendre des exemples, j'en ai des milliers. En Space Marine, vous avez un détachement Vanguard. Bon, voilà, c'est le gameplay affilié à la Raven Guard. On joue sur l'infiltration, la remise en réserve, etc. Typiquement, dans ce genre de détachement-là, on devrait avoir des vraies restrictions. C'est-à-dire, ok, dans ce détachement, vous ne pouvez pas jouer d'armure lourde.
Tout simplement, que ce soit Terminator, Centurion, Gravis ou je ne sais quoi, pourquoi pas? Par exemple, là, en l'état, ce détachement Vanguard, il est complètement détourné pour donner lieu à des listes compétitives pétées où on va mettre, par exemple, une escouade de 6 Centurions Devastator sur la table qui pourront se remettre en réserve comme des scouts. À quel moment ce genre d'unité est censé s'évanouir s'évanouir du champ de bataille pour ripoper à l'autre bout? C'est complètement con. Donc, il n'y a aucune restriction. À vrai dire, il n'y a pas de schéma d'armée prédéfini. Le choix de battle line, il n'est même plus imposé, alors que là, ça devrait devenir vraiment la norme, quoi. Ça devrait devenir la norme. On devrait avoir minimum 3 battle lines dans une liste à 2000 points. Et encore, pour moi, c'est vraiment peu. Hein. Moi, j'en mets beaucoup plus à titre personnel. Mais c'est vrai que les restrictions, on aimerait les voir réapparaître, mais sous une forme finalement la plus logique du monde. Et là, en fait, moi, j'ai beaucoup apprécié, par exemple, le boulot qui a été fait sur Boarding Action, parce que pour chaque détachement de Boarding Action, ça commence par qu'est-ce que vous pouvez jouer et qu'est-ce que vous pouvez pas jouer. Et finalement, tout ça, ça nous donne des listes qui seront forcément cohérentes. Et à vrai dire, moi je vois même pas le problème finalement par rapport à un usage compétitif. C'est que le compétiteur, il va utiliser les armes qu'on lui donne pour faire des listes méchantes. Mais à vrai dire, il s'en tirerait très bien, même avec des restrictions. Donc pourquoi il n'y en a plus aucune? Est-ce que c'est pour éviter toute forme de frustration chez le joueur, hein? Il y a des joueurs qui achètent des figurines un peu à droite à gauche sans forcément conceptualiser leur liste d'armées, et une fois que vient l'heure de jouer, ils se contentent de mettre les figurines qu'ils ont sur une table. C'est vrai que si on mettait toutes les restrictions du monde à ce profil de joueur-là, naturellement ça poserait problème, mais en tout cas dans le corps des règles, moi j'aimerais quand même voir revenir ça. C'est un limiteur naturel de létalité, je pense, et c'est également un limiteur à mongolerie. Voilà, on arrêterait de voir des listes, voilà, typiquement avec 3 escouades de Warden Custodes, 3 escouades de 6 Death Shroud Terminator chez la Death Guard. Ça, c'est censé être des unités très très rares. À aucun moment tu joues 18 Death Shroud dans une liste à 2000 points. Pourtant, c'est exactement ce que l'on voit en tournoi. Donc en fait, mettre un peu quelques limitations à ça, pour moi, ce ne serait que du positif. Donc pour nous, la petite sphère rurale, casu, rigolote, et voilà. Mais également pour le compétiteur, à vrai dire, ça ferait du bien de revoir sur le tapis des tournois des vraies listes qui finalement seraient tout à fait raccord avec le lore. Je pense que voilà, si j'étais vraiment un joueur compétitif, en vrai, j'en tirerais, je pense, une espèce de satisfaction de pouvoir, à vrai dire, performer avec une liste qui soit tout à fait cohérente avec l'ADN de la faction que j'aurais choisie. Donc à mon sens, le gros défaut de tout ça, à l'heure actuelle des règles, ce sont les troupes, hein, les bonnes vieilles troupes de base, tout ce qui va finalement toucher à la structure régimentaire. Où sont les putains de troupes, quoi? Les armées Space Marine, finalement, on voit pas souvent de la battle line dessus, alors que finalement ce sont des troupes, mais très bonnes, hein, qui viennent d'ailleurs de recevoir un gros boost d'attrition, hein, via la data slate. Là, c'est là où c'est rigolo, c'est que par exemple le type qui jusqu'à maintenant jouait une compagnie Space Marine, mais disons dans sa forme la plus classique du monde. Il jouait des escouades de 10, donc des intercessors, au moins 3 escouades de 10, 2 escouades d'intercessors d'assaut, voilà, des Hellblasters, des lance-flammes, les lance-missiles, en gros. Une compagnie Space Marine dans sa forme, voilà, la plus évidente, c'est que des grosses escouades de 10 accompagnées avec 2 lieutenants et un capitaine. Ce type de liste-là, c'est ça qui est drôle en fait dans l'état actuel du jeu, c'est quelque part les contradictions qui y règnent. Ce type de liste-là, jusqu'à maintenant infiniment molle, regardez ce que ça donne désormais joué en Gladius. Mec, c'est une puissance de feu absolument sidérante. Donc, on est toujours dans ce délire de la méta fluctuante. C'est ce qui était nul devient très fort, ce qui était très fort devient très nul. Mais il y a rarement de juste milieu, à vrai dire. La course à l'équilibrage, voilà, ne fait que donner d'autres déséquilibrages. Donc le bilan de tout ça, c'est que le joueur narratif, il est clairement pénalisé. Parce que les règles s'adressent beaucoup moins à lui,
qu'au grand sportif de haut niveau. Voilà, le joueur narratif, les règles du jeu ne lui parlent plus, et à vrai dire, il s'en rend vite compte dès lors qu'il affronte quelqu'un en face de lui qui a choisi du coup le clan de la liste optimisée. Donc là, je vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, mais il y a des mesures très simples pour lutter contre ça. Mais bref, dans le bilan des règles à l'heure actuelle, c'est que le joueur narratif est pénalisé. Prenons par exemple un exemple très récent, la sortie du tout nouveau codex Garde Impériale. Eh bien, dans ce nouveau codex, vous n'avez même plus la troupe de base. La troupe de base régimentaire, c'est-à-dire une escouade de 10 gardes avec une arme lourde et une arme spé, ça n'existe plus. Dans les troupes de base, maintenant, vous avez Cadien, Catachan ou Krieg. C'est-à-dire que le gars, le joueur un peu que j'appelle historique, garde impériale, qui joue soit un régiment vraiment à l'ancienne, typiquement Légion d'Acier, Vostroyen, Talarn, ce genre de liste-là, ou quelqu'un qui a carrément fait son propre régiment, il se retrouve un peu à poil. Et donc il y a à l'heure actuelle une différence de puissance énorme entre une liste garde impériale fidèle au fluff, c'est-à-dire beaucoup de troupes de base, de régiments et blablabla, face à une liste optimisée en face où on va trouver des cavaliers d'Attila, des Kazurkin, des Creed, des Cadiens, bref, de tout et absolument n'importe quoi. Il y a une différence de puissance énorme entre ces deux types de listes, mais également une différence de lore mais qui saute aux yeux. D'un côté, on a le truc régimentaire, super rigide, super fidèle aux traditions de la garde, et de l'autre côté, c'est la foire, quoi. C'est la putain de foire. Donc, le joueur narratif, de ce point de vue, voilà, les règles ne lui parle plus et il s'en retrouve réduit à devoir jongler avec. Et donc, typiquement, le joueur garde impérial qui avait fait son propre petit régiment, il en est réduit à jouer du Kuntaz cadien. Est-ce que les choses s'amélioreront par la suite ? Est-ce que les anciens régiments referont leur apparition à travers, pourquoi pas, des kill teams ? Honnêtement, je pense que oui, mais putain, va pas falloir être pressé à ce sujet. Alors, je mets quand même une petite bille sur la réapparition des Catachans en 2025. Je le sens fort, ça, je le sens fort. En tout cas, ouais, ce joueur narratif, il est d'office pénalisé. Les règles ne s'adresse plus vraiment à lui. Donc du coup, ça introduit des petits problèmes en fait. Typiquement, par exemple, regardez un joueur sœur de bataille qui a toujours aligné des listes sympas, c'est-à-dire qu'il ne jouait pas de personnages nommés. Donc voilà, là aussi typiquement, les listes à 2000 points qui regroupent tous les hauts seigneurs de Terra, est-ce qu'on a envie de voir ça ? Pour ma part, c'est un grand non, mais en tout cas, c'est ce qui est joué pour faire des listes fortes, les gars. Donc une liste sœur de bataille pépère à 2000 points, ok, même s'il joue le détachement qui va bien, là, qui vous permet de sueur d'argent, même s'il joue ce détachement-là, qui était très fort, en tout cas, une liste sœur de bataille qui aligne beaucoup de troupes, de rhinos, quelques célestes, quelques sacro-saintes, et pourquoi pas une ou deux escouades d'exo-armure, et quelques blindés, c'est des listes quand même peinard, quoi. Dès lors qu'on retire finalement les mécaniques les plus impactantes venant des personnages nommés, on se retrouve quand même avec des listes Sista qui sont, je les ai affrontées plus d'une fois, qui sont quand même à la cool. On peut vraiment jouer avec ça sans se faire marcher sur la gueule. Mais en tout cas, ce type de joueur-là, il est complètement pénalisé, quoi. Finalement, le joueur narratif qui aligne des listes à la cool, il va subir les modifications de règles induites par des listes pétées. Et donc, une liste péteur sur de bataille, vous savez tous ce que ça donne. Il y a tous les personnages nommés de la faction, plus 6 immolators, plus 3 exorcistes. Vous connaissez la chanson. Mais en tout cas, le pauvre petit joueur narratif sur de bataille, il est obligé d'essuyer les plâtres cassés de ces listes complètement abusives. Des listes abusives qui n'auraient jamais vu le jour dès lors qu'on aurait appliqué certaines restrictions. Donc finalement, l'application de restrictions, elle pourrait être bénéfique à tout le monde, aux joueurs compétitifs comme aux joueurs le plus casus, qui de coup auraient moins de mal à se réadapter aux règles qui changent suivant les listes les plus compétitives du moment. Donc moi, voilà, je pars de ce principe-là, je mets vraiment ma main à couper que les restrictions pourraient profiter à tous les types de joueurs. Donc on pourrait se dire, ouais putain, c'est la merde, je vais arrêter la V10, ça me saoule, moi je suis que narratif et blablabla, les règles ça me saoule, tout ça. Cependant, le calendrier de l'Avent,
eh bien, il a été complètement axé sur les listes narratives et thématiques. Mais vraiment, les listes démons monothéistes, les listes qui mettent en scène des alliances comme les Drukhari alliés aux Arlequins, les petits gameplays un peu typés force spéciale comme les orques ou la garde impériale, les listes véhicules, c'est de la liste thématique ça les gars, et également les détachements vraiment experts qui vont être du nectar pour les vétérans en règle comme celui des orques ou celui du Librarius, le conclave du Librarius Space Marine. Tout ça, c'est complètement thématique et narratif. Et à vrai dire, c'est là où c'est rigolo, c'est que même les nouveaux prédateurs de la méta, ils sont hyper thématiques. Actuellement, une liste full Dreadnought Custodes, c'est à la fois hyper thématique et c'est à la fois dévastateur quand vous sortez ça en tournoi. Donc on est vraiment là-dessus. D'un côté, on a un moteur de jeu mais complètement axé méta compétitif, et de l'autre côté, Game Workshop nous offre l'autre versant avec ce calendrier de l'avant, c'est que on est full liste narrative et thématique. Là, tu te dis, putain, est-ce que vraiment ça, c'est fait pour satisfaire tout le monde ? En tout cas, dans mon cas, ça fonctionne. Moi, honnêtement, j'aime bien avoir un moteur de jeu un peu violent, mais par contre, avoir accès à des outils où je vais pouvoir construire des belles listes tout en étant jamais ridicule en termes de règles. Moi, c'est l'équilibre du jeu que je préfère. Donc moi, en l'état actuel, malgré tous les défauts que j'ai pu vous énoncer, moi, honnêtement, tout va très bien dans l'exercice du jeu selon Brother Maxou. Donc ce calendrier de l'Avent, voilà, c'était un festival de listes narratives et moi, personnellement, j'ai adoré. Donc ces listes thématiques et narratives, elles ont été commentées très largement dans les sphères un peu méta, YouTube, etc. Moi, à l'époque, quand j'ai fait mes petites gazettes de l'Avent, j'avais fait exprès de ne pas regarder de commentaires avant de dire les miens. Donc finalement, moi, je vous en ai dit plutôt du bien de tous ces détachements. Honnêtement, il y en a vraiment peu qui m'ont déplu. Mais évidemment, du côté un peu méta, YouTube, etc., le bilan a été quand même très nuancé. C'est-à-dire que dans ce calendrier de l'Avent, il y a eu des commentaires qui disaient souvent c'est moins bon que l'index ou c'est moins bon que le codex. Voilà, on est dans du truc un peu partie du dimanche, ça fera rien sur une table. N'est-ce pas là le meilleur indicateur possible ? J'ai envie de dire super. En fait, si c'est pas fait pour rouler sur quelqu'un, tant mieux, c'est ça qu'on veut nous. Donc en fait, finalement, dans toute cette salve de détachement, la méta, elle ne s'en est pas trouvée extrêmement enrichie. Évidemment, il y a eu quand même un gros boost Space Marine, mais en tout cas, il y a peu de nouveaux prédateurs qui se dégagent de tout ça. Le Necron a fait peur à tout le monde, mais franchement, pas plus tard qu'il y a 2 jours, ils lui ont déjà calmé la gueule. Donc voilà, toujours dans la surréaction, toujours dans l'improvisation, ce détachement Necron hyper fort peut potentiellement être devenu hyper nul. Bon, en vrai, je crois que c'est quand même très fort, mais bon, je crois pas non plus. Donc du coup, du côté un peu méta, du côté un peu compétitif qui est très nuancé, je pense, sur ces dernières sorties, les gars, ils essaient de jouer la débrouille. C'est-à-dire qu'on voit des listes thématiques qui vont être complètement détournées par les compétiteurs. Donc, par exemple, là, en ce moment, je vois des listes Blood Angel sans Blood Angel. Vous comprenez, pour avoir accès au nouveau serment de l'instant, qui vous donne à la fois une reroll des touches et un +1 bless, eh bien, il ne faut pas jouer d'unités siglées Dark Angel, Blood Angel, Black Templar, etc. Donc les gars, ils font ça. Ils font des listes Blood Angel sans jouer de Blood Angel. Donc vous avez des listes Blood Angel en Libérator détachement, sans Compagnie de la Mort, sans garde sanguinienne. Voilà, on est dans le grand détournement une fois encore à cause, je pense, du manque de restrictions. À vrai dire, je serais même pas critique là-dessus parce qu'en vérité, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Moi, j'ai une grosse collection de Blue Angel, donc du coup, mon but dans la vie, j'ai envie de dire, le but de ma vie, c'est ça, c'est de jouer plein de détachements différents. Et à vrai dire, je joue assez souvent un détachement Gladius, plutôt orienté tir, du coup, sans aligner la moindre troupe spéciale Blood Angel, donc pas de Compagnie de la Mort, pas de prêtre sanguinien, etc. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, honnêtement, dans un usage plutôt party fun, parce que ces Blood Angel, je me mettais à les jouer un peu comme des ultramarines. Et ce type de liste-là,
c'est devenu prédateur de la méta. Donc vous voyez, encore un truc, encore une espèce de non-sens comme ça. On est toujours dans quelque chose complètement fluctuant. Et à vrai dire, chez ces compétiteurs qui ont beaucoup commenté le calendrier de l'Avent, certains parfois n'hésitent même pas à afficher leur mépris envers certaines règles, quoi. Donc ça, franchement, ça me saoule, mais d'office, quoi. Les petits commentaires, non, ça on le verra pas, c'est nul et tout. Ouais, vous êtes gentils les mecs, mais vous représentez 15% de la communauté, alors arrêtez de faire comme si vous décidiez pour tout le monde et mettez-vous dans la peau en fait d'un gars, je sais pas, un petit gars de 18 ans quoi, qui vient de commencer le jeu. Voilà, il est tout mignon, tout naïf, donc évidemment il va croire ce qu'on lui dit à la télé. Donc fermez-la en fait avec ça, fermez-la. Arrêtez de vouloir nous dire ce qui est bon ou pas et comment on doit jouer ou pas. Votre usage du jeu, il est le plus réduit dans la communauté. Donc voilà, nuance quoi, nuance. Apprenez à nuancer, ou alors je sais pas, faites des émissions où il y ait au moins un intervenant typé jeu narratif. Ça, putain, ce serait pour moi quand on fait par exemple une review codex, ça devrait être en fait la norme. Ok, pourquoi pas faire venir un pro player, hein, un gars qui fait vraiment du tournoi à haut niveau, qui lui va se concentrer sur l'aspect règle, sur l'aspect méta, et d'autre part un joueur type casu narratif qui lui va vous parler plutôt plaisir de jeu, qu'est-ce que ça donne sur table, est-ce que ça a de la gueule, est-ce que c'est rigolo à jouer. Donc ça, je suis vraiment particulièrement saoulé, hein. Je vous l'ai dit, j'avais pas regardé en fait ces analyses avant de faire les miennes. Du coup, j'ai tout rattrapé d'un coup et putain, en fait, j'ai vu plus de mépris qu'autre chose là-dedans. Donc Game Workshop nous offre une salle de détachement tous plus narratifs et thématiques les uns que les autres. La dernière chose à faire, c'est de dire que c'est nul en fait. Putain, arrêtez de vouloir scier la branche sur laquelle vous êtes assis. À mon sens, c'est complètement pas constructif du tout. Et donc, mettez-vous surtout à la place des jeunes joueurs qui, eux, viennent là pour s'amuser de base et qui se retrouvent à écouter des conseils de top méta players qui sont complètement, à mon sens, hors sujet. Le mec, pour l'instant, ce petit jeune, il est même pas capable de faire une base de Macrage Blue propre. Donc arrêtez de lui parler comme si c'était un champion du monde. Laissez-le jouer à son rythme, laissez-le s'amuser tout simplement. Donc tout ça mis bout à bout, et j'ai envie de dire encore une fois, dans le cadre du jeu à la cool, eh bien nous sommes en lutte. On va lutter pour la non-optimisation, mais c'est de plus en plus difficile, quoi. À vrai dire, c'est un vrai putain de boulot. Comment on est censé faire ça ? Moi, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises, hein. Je n'ai jamais fait, par exemple, chez moi, de parties extrêmement dures, top méta, machin. J'ai 2-3 adversaires quand même avec qui je joue très dur. Tout simplement, de temps en temps, ça me plaît, hein, le petit défi intellectuel. Donc ces parties, elles se finissent toujours de la même manière, c'est table rase, hein. En l'état actuel des règles, lorsqu'on aligne des trucs très forts, c'est table rase. Franchement, en tout cas, en joueur Space Marine, c'est rare que ce soit différent. Et il n'y a pas longtemps, j'ai joué à 3000 points. 3000 points de Custodes, table rase aussi, hein. Donc ça ne m'empêche pas de parfois gagner au score, mais dans l'état actuel du jeu, c'est table rase. Et je pense qu'en tournoi, ça doit être exactement ça. Il doit y avoir de la table rase, même parfois au tour 3. Hein. Donc jeu vraiment plus nerveux que jamais, quoi. Mais bon, de notre côté, pour les parties à la cool, nous sommes en lutte. Et donc, pour lutter, naturellement, il y a des idées évidentes. Donc je vais essayer de pas trop défoncer des portes ouvertes, mais parmi ces listes évidentes, c'est que l'absence de restrictions façon Game Workshop, eh bien, nous, on va le faire. On va faire le boulot que Game Workshop ne fait plus. Donc, vous avez eu un exemple très récent, hein, avec, par exemple, le Rural Hammerfest, qui vous demande de faire des listes à 1000 points soumises à restrictions. Donc, minimum de battle line, des unités à 250 points maximum, une seule doublette autorisée, etc., etc. Ce genre de restrictions, eh bien, naturellement, il encourage fort à la liste thématique. Et dans toutes les listes que j'ai pu recevoir pour les inscriptions à cet événement, eh bien, en grande globalité, j'ai de la liste très sympa, de la liste qui fait complètement corps avec ce qu'est l'ADN d'une faction. Donc, de temps en temps, il y a quelques trucs que j'ai dû corriger. Si tu veux, voilà, j'ai reçu des listes orques avec, par exemple, 2 gros boss. Je dis, non, si on
on veut faire les choses bien, dans une liste à 1000 points, c'est un petit effectif, un grand chef, tu n'es censé en avoir qu'un. Je sais que c'est autorisé par les restrictions. Moi, j'ai pas été trop méchant sur ces restrictions. Néanmoins, elles existent quand même. Et globalement, je me retrouve avec toute une collection de listes sympas qui vont former des match-up jolis comme tout. Donc voilà, l'interdiction des persos nommés, le nombre de troupes obligatoire, un nombre maximum de châssis, des coups en points maximum selon le format, etc. C'est tout simplement un peu de restrictions qui vont faire en sorte de rééquilibrer naturellement les choses. Voilà, quand il fait du rééquilibrage, Game Workshop fait de la merde. Moi, quand je veux rééquilibrer, je fais les choses bien. Tout simplement parce que j'essaie de laisser parler un peu le bon sens. Donc, dans les idées évidentes que vous pouvez avoir pour vos petits usages de jeux sympas à la maison, celle-ci, voilà, elle s'impose d'elle-même et je pense réellement qu'elle est nécessaire. Elle peut être surtout nécessaire dès lors que vous vous mettez à affronter des adversaires que vous ne connaissez pas trop. Le mec vous dit « Ah ok, on va se rencontrer autour d'une table, tout. » Vous lui dites « Ok, mais non. Tiens, une petite restriction. Dis-moi ce que t'en penses, tout simplement. » Donc si ça le dérange profondément, s'il dit « Ah mon non, ça m'empêche de jouer et tout. » Là, c'est que vous êtes sur un type d'adversaire qui ne vient pas forcément pour une partie narrative. Le mec, il a plutôt tendance à vouloir vous rouler dessus. Donc voilà, faites-vous la réflexion. Est-ce que j'ai besoin de jouer là-dessus? Est-ce que je vais y prendre du plaisir? À vrai dire, on peut en prendre, mais bon, il faut qu'on joue au même jeu. Encore une fois, c'est toujours le même credo. Encore et toujours, il faut que l'on joue au même jeu. Que ce soit avec un débutant ou avec un joueur expert, il faut faire en sorte de redistribuer les cartes pour que cette partie devienne un lieu d'échange. Et donc, si on peut pointer un problème parmi ces listes restrictives, c'est que ça va interdire certains types de listes thématiques sympas. Et typiquement, au Rural Hammerfest, là, vous pouvez pas aligner une liste, par exemple, full véhicule, Custodes, Eldar ou Necron. Là, ça rentre pas dans les listes restrictives, ça ne peut pas marcher. Il y a trop de véhicules. Donc ça, c'est un des problèmes à noter. Donc que faire dans ces cas-là? Là encore, je vais essayer de pas trop enfoncer des portes ouvertes. Eh bien, on va tout simplement bosser ces match-up. Dès lors qu'en fait, on se retrouve dans un affrontement 1 contre 1. Là, évidemment, pour l'organisation d'un événement où je vais réunir 30 joueurs, eh bien, une liste full véhicule, je n'en veux pas. Tout simplement, ça ne va pas marcher, ça va forcément donner lieu à des match-up complètement pétés. Par contre, dès lors que vous jouez à la cool chez vous ou en asso, eh bien, si quelqu'un vous dit « Ah putain, c'est sympa ta liste restrictive, mais ça m'empêche de jouer un petit détachement thématique, par exemple full véhicule. » Eh bien, dans ce cas-là, on va bosser les match-up de manière à les faire jolis comme tout et à donner naissance à une belle partie. Donc, la jungle des match-up, c'est quelque chose de très large. C'est quelque chose, par exemple, qu'on a fait avec Xavier dans l'émission Rêve d'Avordage, où on s'appliquait à essayer de trouver des belles idées de match-up. Eh bien, rien ne nous empêche de faire la même chose à Warhammer 40 000. Donc, dans ces cas-là, il faut essayer de voir s'affronter soit deux factions de gameplay assez semblables, ou complémentaires. Donc, on peut soit assumer la complémentarité, ou alors on peut se lancer un petit défi et assumer complètement le déséquilibre naturel qui peut exister au sein du jeu. Par exemple, une force d'assaut confrontée à une force qui va être un peu briseuse de charge, typiquement Blood Angel versus Death Guard. Ou alors une horde versus une liste full véhicule, donc par exemple des Imperial Knights. Ou alors une armée très lente versus une armée qui va très vite. Donc il y a deux écoles finalement, il y a deux écoles pour trouver des belles parties. Dans les factions au gameplay assez semblables ou tout simplement complémentaires, on peut très bien imaginer par exemple un affrontement White Scars versus World Eaters. Ce sont deux factions qui ont accès à l'advance et charge, même à plusieurs autres mécaniques comme désengager, tirer, charger. Là, d'office, on est sur du gameplay assez similaire, du gameplay avec une énorme projection. Eh bien ça, à vrai dire, c'est d'office une belle bagarre. À mon sens, ce sont des factions à puissance assez équivalente
Et dès lors que vous mettez 2-3 restrictions dans la construction de liste, on va forcément avoir un jeu où il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de morts aussi évidemment. Donc on peut imaginer plein de trucs comme ça. Du Blood Angel versus des orques du clan Goff, ça va marcher très bien aussi. Mais quand on prend l'aspect opposé, une Death Guard confrontée à de l'Eldar, eh bien là on est sur un exercice beaucoup plus périlleux, mais qui sera également très intéressant. Également des Custodes face à une horde de cultistes, ou alors eh bien des appareillements tout à fait naturels comme des Grey Knights face à des démons du chaos, des Grey Knights face à des Thousand Sons, ou alors pourquoi pas dans la complémentarité également, eh bien la liste full Dread Custodes versus la liste full véhicule Necron. Là, je veux dire, on est sur le match-up de rêve, quoi. On est sur un gameplay bien assez semblable en termes de règles, mais qui va différer un peu dans l'esprit. Donc tout ça, finalement, ça nous donne des affrontements qui seront forcément intéressants. Et donc, les restrictions qu'on peut s'imposer dans la construction de listes, parfois, pourquoi pas faire une entorse à la règle dès lors que ça implique un affrontement qui va avoir du piquant et de l'intérêt. Donc soit dans la complémentarité, soit dans le déséquilibre naturel. C'est normal qu'une armée de Death Guard ait du mal à courir après de l'Eldar. Par contre, une fois qu'elle met la main dessus, là les oreilles pointues, crois-moi que on va en faire de la purée. Donc voilà, à vrai dire, tout ça, c'est votre première arme pour quelque part éviter la course à la puissance et la liste débile. Quelques restrictions et un match-up de qualité. Des match-up de qualité, putain, mais je peux largement, à mon avis, en citer une soixantaine. Dans l'état actuel du jeu, c'est pas ce qui manque. Et cette nouvelle salve de détachement de Noël, en fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est que désormais, on a vraiment toutes les armes en main pour mettre en place des match-up de toute beauté. Et donc, dernier petit conseil pour quelque part réinventer le jeu à notre échelle, pourquoi pas en finir totalement avec le match play. C'est difficilement esquivable, à vrai dire, en tout cas dès lors qu'on est dans une échelle associative. Là, ça me paraît plutôt incontournable, je vois ça vraiment très difficile de faire autrement, parce que généralement le temps nous est compté lors de ce genre de réunions, donc le match play demeure, en tout cas il demeure très bien foutu. Mais en tout cas, là on va gentiment arriver sur les 2 ans de jeu là en V10. Moi, la mécanique globale de ça, j'en ai fait le tour. À vrai dire, j'ai plus vraiment envie de le faire. Même quand on est en mission tactique, là, qu'on tire des cartes à chaque tour et tout, je vous avais déjà proposé des manières un peu de rendre ça plus marrant, plus ludique. Donc, ça passait par la réécriture des cartes. Donc ça, je vous renvoie à l'émission qui s'appelait Make Match Play Great Again, ou carrément le dramatiser. Donc, redramatiser toutes ces mécaniques-là. Ça, j'en parlais dans le Wargame dramatique. Donc, les options étaient nombreuses. À vrai dire, quand j'ai le temps de bien faire la chose, je le fais toujours. C'est que voilà, je reçois quelqu'un avec un système de cartes. Moi, j'ai toujours Léviathan. D'ailleurs, je suis jamais passé sur Nexus Paria. Je trouvais, à vrai dire, que ça ne changeait rien du tout. Voilà, je m'en foutais. J'allais pas payer 30 € pour ça. Donc, j'ai toujours mon petit deck Léviathan que j'ai réécrit suivant plusieurs factions pour le rendre quand même beaucoup plus sympa. Mais globalement, cette mécanique du match-play, bon voilà, ça commence un peu à me gonfler. Je doute fort que la prochaine sortie, donc le prochain deck de cartes, réinvente encore le truc. On sera toujours, c'est des trucs assez similaires, quoi. On sera toujours sur des missions qui consistent à aller quelque part et voir si j'y suis. Donc, poser une balise, faire un barbecue, cueillir des fleurs, devoir tuer un véhicule, un personnage, une horde, que sais-je, on est toujours sur la même mécanique. Donc, ça demeure très bien fichu. Moi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai rien contre ce système de cartes. C'est juste que ça commence à devenir un peu redondant dans les mécaniques. Et moi, plus le temps passe, plus j'ai envie d'en finir totalement avec ça. Et donc, je sors régulièrement mes petites missions personnelles. Donc ça, vous pourrez en avoir moult exemples durant le Rural Hammerfest avec des petites missions made in Brother Maxou. Donc j'espère que ça vous plaira. Et donc, pour
finalement, réenchanté Warhammer 40 000, comme disait l'autre, qu'est-ce qui nous reste ? Boarding action. Boarding action. Eh bien oui, il nous reste le boarding action. Et à vrai dire, ça va être la fin de cette émission. Et en matière de teaser, on va bientôt, très bientôt, reparler de boarding action. Et cette fois, des mécaniques et de l'esprit du jeu qui règne à bord. Autant vous le dire de suite, ce jeu dans le jeu tient absolument toutes ses promesses. C'est une bouffée d'air frais. Et à vrai dire, jusqu'à maintenant, dans les émissions dédiées à Boarding Action, on était un peu dans la rubrique fantasme. C'est que je me suis amusé à faire plein d'émissions qui parlaient de Boarding Action sans pour autant y avoir joué. Et bien, maintenant, nous sommes à un peu mi-janvier, là, des parties, j'en ai fait quand même un petit paquet. Et à vrai dire, je continue d'en faire. Et donc, je serai bientôt très légitime pour vous parler plus amplement de la vraie mécanique de jeu qui règne à bord de Boarding Action. Franchement, ça tue. Toutes les idées qu'on a pu avoir, tous les fantasmes, toutes les envies qu'on a pu émettre, tout répond présent. Le jeu tient absolument toutes ses promesses. Et à vrai dire, de manière naturelle, il vient un peu tempérer les pensées que j'entretiens à travers Warhammer 40 000. Je pense qu'il existe un monde où j'aurais pu dire « Oh putain, j'en ai marre. Les data slates, j'en ai marre. Les match play, j'en ai marre. Les modifications de règles, j'en ai marre. » À vrai dire, c'est ce que disent pas mal de gens. Mais il y a quand même ce petit boarding action là qui traîne au milieu et qui me permet du coup de ponctuer mes parties de Warhammer 40 000 avec des petites cours de récré comme ça. Donc je pense que de manière naturelle, le truc vient ajouter un peu de coolitude dans cet état général du jeu que je fais à l'heure actuelle. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais déjà émis dans la rétrospective V9. Beaucoup de gens avaient quitté le navire en cours de V9 suite aux mêmes mécaniques, suite aux data slates trop nombreuses, suite à la létalité en hausse, suite à des codex pas forcément au top, etc., etc. Pour cette V10, là, on est en plein dedans et j'ai envie de dire à ce type de joueur, ne quittez pas le navire. Ne quittez pas le navire. Honnêtement, ça ne vaut pas le coup. Le jeu, à l'heure actuelle, je vous dis, le moteur de jeu n'a jamais été aussi bon. Et pour faire du jeu comme on aime, pour faire de la liste cool, pour faire de la liste fun, etc., vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Ce que Game Workshop ne fait plus, comme les restrictions d'armée, libre à vous de le faire, c'est quand même pas bien compliqué. Mais bon, on n'empêchera jamais aux gens de râler. Mais bon, moi, ce que j'observe le plus souvent, c'est que les gens qui râlent le plus sont ceux qui jouent le moins. Ils se plaignent sans arrêt des règles, alors que ces règles, finalement, ils ne les maîtrisent même pas. Combien, finalement, parmi les râleurs, parmi les détracteurs des dataslates et compagnie, combien ont véritablement lu le livre de base V10 ? Honnêtement, c'est une question que je soulève. Donc finalement, ces gens-là qui râlent, on s'en fout. Râlez autant que vous voulez. Nous, en fait, on joue. On a envie de jouer. Et en tout cas, cette V10... Malgré tout ce qu'on peut en dire, moi je trouve que c'est peut-être la meilleure version du jeu qui ait jamais vu le jour. Donc il reste beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à optimiser, mais on va dire, nous, on a plutôt envie de optimiser la désoptimisation, c'est plutôt de ça qu'on a envie. Il y a des factions qui sont à la traîne, clairement, à l'heure actuelle, il est encore très compliqué de jouer un vrai régiment de la garde impériale à l'ancienne. Moi, je vois tout ceci revenir, je pense, un jour. Gardons espoir, parce que finalement, pour conclure, nous autres, là, les joueurs du garage, les joueurs du grenier, nous sommes nombreux. Nous sommes plus nombreux à vouloir faire des belles listes que des listes avec 3 escouades de Wardens dedans. Et j'ai envie de dire, à la guerre, c'est la force du nombre. Donc, nous sommes plus nombreux, donc nous vaincrons. Et pour vaincre, quoi de mieux que de se réunir tous ensemble au mois de mai. Et là, on va voir ce que ça nous donne. Parce que quand Game Workshop, finalement, se penche sur le narratif, ça nous donne des trucs excellents. Ça nous donne, par exemple, ce festival narratif qu'ils ont fait durant les championnats du monde qui était parfait. Et ça nous donne aussi ce calendrier de l'Avent qui a été, pour moi, vraiment exceptionnel, quoi. Que des listes narratives thématiques, mais que des listes comme on aime, quoi. J'ai hâte d'affronter, par exemple, une alliance Harlequin-Drukhari. C'est tout à fait cool, quoi. Bref,
tout est bon, quoi. Tout est bon. Donc les gars, accrochez-vous. Pour jouer à la cool, les outils sont les plus simples du monde et du coup on se retrouvera très vite pour mettre ça en action, mais en tout cas ne quittez pas le navire. La V10, malgré tout ce qu'on peut en dire, c'est un moteur de jeu excellentissime et je pense que cette édition du jeu a encore beaucoup de choses à nous offrir, même si nous sommes plus ou moins condamnés à devoir jongler avec des règles qui parfois ne nous plaisent que trop peu. Néanmoins, suivez la voie de la victoire parce que nous autres, les joueurs narratifs, les amoureux de la belle liste, un jour nous triompherons. Du moins, je l'espère, mais en tout cas, dans l'esprit Rural Hammer, ça doit être une certitude. Rural Hammer vaincra. Nous vaincrons tous, les mecs. Ce sera la grande victoire de la liste de gentilshommes. Ne vous en faites pas. Écoutez, j'espère que j'ai pas trop parlé pour rien dire. À mon avis, si, quand même. Néanmoins, si ça vous a permis de meubler une petite séance peinture, j'en suis fort heureux. À très bientôt les mecs, on se retrouve sur les réseaux, sur Insta, Brother Maxou Painting, sur le Discord de Rural Hammer qui va bientôt franchir la barre des 200 participants. Je voyais pas le truc grossir autant, hein. Mon gros bistrot commence à devenir une espèce d'énorme bar à la mode, c'est un peu chaud. Et je vous rappelle les petits événements en cours, hein. Inscrivez-vous au Rural Hammer Fest. Il reste très très peu de place. Ça a été un véritable raz-de-marée. Inscrivez-vous au Rural Hammer Fest si vous voulez un vrai exemple concret de ce qu'est une liste narrative et thématique dans une bataille narrative. Vous allez kiffer. Et n'hésitez pas également à participer au Boarding Challenge, le petit challenge Boarding Action que j'ai lancé et qui se terminera le 1er avril. Et en plus, il y aura une émission spéciale foire aux questions Rural Hammer pour les 1 an du podcast. Donc vous avez jusqu'à fin janvier pour m'envoyer 2 petites questions de votre choix. Tous les sujets sont permis, n'hésitez pas à jouer les gros trolls, vous en avez le droit, c'est même un devoir. Voilà, je pense avoir tout dit. Portez-vous bien les mecs, on se retrouve très bientôt sur les ondes de Rural Hammer. Ciao.